Bonjour, je suis Flora Trouillou, l'autrice du podcast Solastalgie. Le dimanche 23 octobre, Solastalgie était invitée au Paris Podcast Festival pour enregistrer un épisode live à la Gaîté Lyrique. Comme vous le savez, dans Solastalgie, on parle du changement climatique en le racontant d'un point de vue individuel et intime. D'habitude, on part à la rencontre de personnes qui ont vécu des bouleversements environnementaux sur leur lieu de vie. Mais dans cet épisode un peu particulier, on a souhaité donner la parole à un artiste qui fait du sentiment de solastalgie un moteur de création. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Arthur Navellou. Il est musicien, poète et membre du groupe de musique Catastrophe. Pendant cet échange avec lui, on a parlé de la nostalgie du futur, de notre rapport au temps, de l'amitié et du lien aux autres qui prend une place centrale dans son œuvre, mais aussi d'une rivière, des forêts et des villes. Ce qui m'a plu, c'est que pour lui, la solastalgie est une alliée, que l'on n'a pas à fuir, mais que l'on peut embrasser et sublimer. Bonne écoute! Avec le dérèglement climatique et l'impact des activités humaines, de plus en plus de personnes vont voir leur environnement familier changer radicalement. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui vivent déjà ces bouleversements. Dans des lieux d'une grande beauté, accessibles ou reculés. Des endroits vulnérables, abîmés, mais aussi résilients. Nous raconterons ces lieux magiques et aimés pour en garder la trace avant qu'ils ne disparaissent. Série documentaire de la journaliste et documentariste Flora Trouillou. Bienvenue dans Solastalgie. Nous sommes ce soir avec Arthur Navellou. Bonsoir Arthur. Bonsoir, merci de m'accueillir, de m'inviter. Merci d'avoir accepté cette rencontre. Je te présente en quelques mots. Arthur, tu es un artiste multifacette. C'est ça. Tu es chanteur, musicien, comédien et poète. Tu es membre du groupe Catastrophe. Et il y a tout juste un an, tu as publié aux éditions de l'Iconoclaste un recueil de poésie magnifiquement intitulé « J'envisage l'impossible ». Je crois savoir que tu es une personne sensible, tu nous le diras. Tout est exact. Qui s'émeut de ce qui l'entoure et notamment de la nature, mais aussi des villes, on y reviendra, et que tu es touché par les choses qui disparaissent. Et voici ma preuve, parce que j'en ai une dans nos échanges de mails. Tu as écrit « C'est dans la nature des choses que de disparaître et de nous émouvoir ». Et c'est ce qui m'amène à penser que tu es un authentique spécimen solastalgique. Du coup, je voulais te demander, Arthur, est-ce que toi, tu te considères comme sujet à la solastalgie ? Oui, je vis cette angoisse assez fréquemment d'ailleurs de voir le monde... subir les changements climatiques, mais c'est aussi, pour moi, la solastalgie, c'est la nostalgie du futur. C'est-à-dire que le futur que je me représentais n'existe plus, il ne pourra jamais exister. Et donc cette idée optimiste de ces vacances à la mer, ou vacances, ou en tout cas de ce temps passé dans cette nature, ne pourra pas exister, puisqu'on sera dans une nature qui soit aura disparu, soit rendra nos voyages beaucoup plus durs, ou ne serait-ce qu'émotionnellement beaucoup moins stables. Et donc voilà, ce futur disparaît, et ça me rend triste, et j'essaye d'en faire quelque chose, puisque la tristesse, c'est aussi un état très fort. Tu m'avais dit que tu avais un endroit que tu avais vu changer récemment, et que à cette occasion-là, tu avais ressenti un peu cette angoisse par rapport au futur, où tu te disais que tu pourrais plus vivre les mêmes choses. Est-ce que tu peux nous parler de cet endroit spécifiquement ? Alors, c'est une rivière dans laquelle j'allais me baigner je faisais partie d'un groupe de danse qui s'appelle le Corps Collectif, qui existe encore, et tous les étés, on allait faire une séance de workshop où, en gros, on louait une maison et on y allait à 12 et on faisait la fête, on dansait, c'était un moment de joie. Et en contrebas de cette maison, à 20 minutes à pied, donc il fallait vraiment descendre, il y avait une rivière très belle, donc c'était à côté de Saint-Michel de Boulogne. La première année, tout va bien. La deuxième année, tout va bien. Et je crois la 5e année, la rivière n'est plus là. Et la rivière, c'est pas non plus genre un fleuve, c'était vraiment une rivière assez calme. Mais là, ça n'était plus que des rochers.
des rochers secs. Il n'y avait plus aucune vie, si ce n'est quelques mouches, quelques moustiques. L'eau était absente, ou c'était vraiment des flaques. Et c'était très violent, notamment parce qu'on avait fait cette marche de 20 minutes où on se faisait une joie d'arriver sur un paysage mort et un paysage caché et mort. Pour le coup, des fois, quand les choses sont cachées, elles sont préservées, mais là, il restait rien. Donc on a suivi la rivière pour essayer de trouver quand même de l'eau, mais sur toute notre marche, en fait, l'eau avait disparu. Et quand tu m'avais parlé de ces paysages, c'est tout de suite la chose à laquelle j'ai pensé, parce que ça faisait écho avec cet été où on a vu des rivières et je voyais il y a une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Fishback, qui a fait un clip au bord d'une rivière, et elle montrait ce clip comme ça, et elle montrait la photo là en septembre, et en fait l'eau n'est plus là, et voilà, l'eau c'est l'élément de la vie. Il y a un côté très maternel, très fort. Enfin, il n'y a pas besoin de chercher longtemps la symbolique de l'eau, mais d'imaginer que ça disparaisse et que du coup notre présence soit... Voilà, quoi. Je ne pouvais pas me baigner dans une rivière asséchée. Et après, on en a longtemps parlé, et tout notre séjour s'est retrouvé un peu en deuil. Alors en deuil d'un avenir, et en deuil de ces après-midi passés au bord de la rivière. Et justement, j'allais te demander quelles étaient les émotions que tu avais ressenties en constatant la modification de ce paysage-là. Donc c'était le deuil qui prédominait. Est-ce qu'il y avait d'autres types d'émotions ? Il y a l'impuissance, qui est assez... puisqu'on ne peut rien faire face à ça, en tout cas individuellement. Il y avait de la colère. Il y avait aussi le fait que peut-être qu'on n'en avait pas assez profité les autres années. Et puis, une sorte de danger, une impression que ce danger qui était là, qui avait fait disparaître la rivière, nous faisait disparaître, en fait. Elle grignotait sur notre présence, et puis aussi notre imaginaire. Parce que maintenant, ce n'est plus qu'un souvenir, cette rivière. Et que ce souvenir, lui, c'est moi qui le garde, c'est toutes les personnes qui connaissaient cette rivière qui le gardent, mais il n'existe pas. Donc, le danger, un contre-la-montre, une sorte une angoisse, mais peut-être que cette rivière reviendra, puisque c'est aussi de la nature des choses d'être changeantes. Mais c'était pas un quart d'heure très funky. Et alors justement, par rapport à la solastalgie en 2020, avec ton groupe Catastrophe, vous avez écrit un morceau qui s'appelle justement Solastalgie. Je te propose qu'on en écoute un extrait. L'univers continuera sans nous, et les villes deviendront des forêts. Sous la terre, des églises et des tours, des mystères, souvenirs de nous. Je voulais d'abord te demander comment était né ce titre, avant de parler de ce qui signifie pour toi du sens. C'est ce qu'on appelle pas une fin de tableau, mais donc on a écrit Gong comme une comédie musicale, tous ensemble, avec le fruit de longues discussions, et le sujet principal était 6 personnes sur scène qui essayent d'arrêter le temps. Donc il y avait cette relation au temps, et le temps des échanges, le temps de l'internet, le temps de l'homme, et on avait depuis le début, on avait déjà cette image de fin où on est tous face au public, et où on chante une chanson a cappella, ou au maximum a cappella, c'est-à-dire sans filet. Et cette chanson, à la base, s'appelait L'Univers. On l'a retravaillée tous ensemble. C'était une façon de télescoper, d'envoyer le spectacle et le spectateur dans un ailleurs avant de le quitter, et de lui dire que justement tout disparaîtra, que cette chose-là arrivera. On ne peut pas contrôler cette issue. Et se plonger dans ce temps, et se plonger dans cette confiance par rapport au temps, et était une façon de, je dirais pas soigner, parce que avec Catastrophe on n'est pas forcément dans cette démarche, mais c'était une façon de travailler dessus, et de toucher du doigt cette émotion de ce qui se passe après le temps des hommes. Et d'ailleurs, je crois, le temps des hommes, c'était un titre pour Gong à la base, mais c'était un peu pompeux, le temps des hommes, c'était voilà, c'est le temps des femmes aussi, mais bon, c'était voilà, je m'enfonce.
Et alors, ce titre, il porte le nom de Solastalgie, donc c'est très à propos. Est-ce que tu pourrais nous raconter, toi, comment tu as découvert le mot de Solastalgie? Est-ce que c'était à l'occasion de la création de ce morceau? C'était, en fait, l'album, il a été fait en presque 2 ans. Je crois que ce mot est apparu dans les magazines et il a mis un mot sur une émotion qu'on connaissait tous et qu'on n'arrivait pas forcément à définir. Donc c'est un mot qui fait du bien. On parle souvent inventer des nouveaux mots pour des nouvelles choses. Et donc c'est un mot qui parle de la peur et qui parle de cette angoisse et qui parle d'un fait de société ou quelque chose, une émotion collective. Donc c'est un mot important. Mais comment dire, ça n'est pas que une façon pour nous de se rattacher à une angoisse collective, mais qu'est-ce qu'on fait de cette angoisse? Comment est-ce qu'on la travaille et qu'est-ce qu'elle veut dire fondamentalement? Que l'homme découvre maintenant qu'il est mortel, c'était un peu bizarre. Mais que l'homme découvre maintenant que tout doit disparaître, enfin, oui, c'est sûr. Cette chose-là, on sait qu'un jour, même la Terre sera avalée par le Soleil. Enfin, on a une horizon qui est assez claire. Mais que ça nous touche dans notre chair, dans notre vie, et qu'on commence à voir les effets du changement climatique aussi fréquemment que voilà, je crois que ça fait 9 mois qu'on est au-dessus des normales saisonnières, que chaque bilan météo devient un peu comme si on était dans un avion qui s'écrase et on regarde si le steward transpire. Et voilà, en fait, on est tous angoissés. Qu'est-ce qu'on fait? On pourra peut-être y venir avec les questions, mais effectivement, je pense que le steward transpire parce qu'aujourd'hui, il faisait quand même assez chaud. Et donc, du coup, ça parle du monde des hommes qui disparaît. Tu disais, ça nous projette dans notre finitude en tant qu'espèce, même si on sait que de toute façon, notre horizon, c'était ça. Toi, la mort, cette finitude, cette disparition, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, traverse beaucoup ton travail, que ce soit dans la musique ou à travers tes poèmes. Est-ce que tu peux nous parler de cette sensibilité que tu as pour la disparition? Bah, c'est une sensibilité qui s'est faite assez violemment, et je pense, mais moi je croyais que tout le monde était comme ça, un peu obsédé par la mort. Mais il s'avère que j'ai croisé des gens qui n'y pensent jamais, et bien heureux. Non, c'est des crises de panic attack, c'est des choses comme ça, essayer de savoir en fait qu'est-ce qui derrière cette idée me terrifie autant. Et j'ai travaillé personnellement, et la musique surtout nous a beaucoup aidé. L'amitié qu'on a tissée. Je sais que Blandine Rinkel, donc de Catastrophe, a un socle par rapport à cette question, puisqu'elle y réfléchit souvent. Et voilà, c'est de sentir des amitiés, des amitiés qui restent, de sentir des personnes qui font un peu des phares dans la nuit. Mais surtout, j'ai l'impression que sans conscience de finitude, une œuvre d'art a assez peu de poids, en fait. Et on ne peut pas envisager l'infini, en fait. L'infini, nous-mêmes, par exemple, concevoir l'infini de l'espace, c'est quelque chose qui n'est pas dans notre... J'ai l'impression, en tout cas, ça n'est pas dans mon logiciel. J'ai besoin d'imaginer que les choses soient finies. Et donc, j'ai besoin de la mort pour la combattre, et j'ai besoin de cette chose-là, Avec Catastrophe, on travaille vraiment sur cette question-là, quoi. C'est une question... Et on essaye de ne pas être dans une violence et de ne pas dire aux gens que tout va s'arrêter, faites quelque chose. Mais plutôt de dire, OK, on va y aller tranquillement. Mais amusons-nous un peu ou essayons de réfléchir. Faisons des belles choses sur le chemin. Parce qu'au final, on partage tous un chemin. Et on partage tous un moment, un flash. Toi, tu penses que du coup, l'art, ça peut permettre de se consoler en tant que créateur et aussi pour les personnes qui écoutent, qui lisent, qui sont confrontées à ces productions? Ouais, je pense que on l'a vu pendant le confinement où en fait toute expression artistique, pas l'expression artistique personnelle, mais les spectacles, les cinémas étaient fermés. On a vu cette angoisse qui a augmenté et qui a fait qu'en fait on a besoin de nourriture, pas de nourriture céleste dans ce sens-là, mais on a besoin d'une chose immatérielle, d'un partage, et on a besoin de contact. Donc ça passe par la création et ça passe par les échanges anodins avec les autres. Chose qui avait aussi disparu avec le Covid, où on était en train de se regarder dans les supermarchés et à se dire que la personne en face de nous était potentiellement un ennemi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tous vécu. Donc on a vécu une fin de la relation. Et la création
en tant qu'auteur ou en tant que musicien, elle va combler ce vide, et la création en tant que partage, elle va créer une autre relation. Elle va créer une œuvre qui n'est perçue que pour le spectateur. Et donc le temps de cette relation, il va y avoir quelque chose. Je crois que l'œuvre, c'est la relation. Du coup, donc relation aux autres, relation à soi, et relation à l'environnement aussi. Je voulais te demander comment les paysages naturels ou les questions environnementales t'inspirent dans ton travail. Je pense que je fais partie des gens qui ont besoin d'une certaine quantité de nature pour vivre, une certaine quantité d'échappatoire, d'horizon. Encore une fois, pour parler de Blandine Rinkel, puisque elle a beaucoup instillé cette chose-là. C'est une personne de l'océan. Elle a besoin de sentir la mer et de sentir cet élément comme ça pour écrire, pour travailler. Elle en a besoin assez souvent. Moi, je suis plutôt un mec de la forêt. J'ai besoin de m'échapper, de disparaître, de me cacher, de créer des espèces de chemins perdus en moi et dans cette forêt. Voilà. Après, c'est toujours le truc, quand on parle de la forêt alors qu'on n'y est pas, on a toujours l'impression que c'est un endroit magique, mais quand on y est, faut pas se faire chier. Enfin, tu peux t'ennuyer, quoi. Dans une forêt tout seul, tu vas commencer à sentir tous les bruits, parce que la forêt, elle est très vivante. Et voilà. Il faut avoir une intention dans la forêt. Enfin, comment toi tu fais pour ne pas t'ennuyer en forêt? C'est-à-dire que tu ouvres les oreilles bien grandes pour entendre des choses Entendre des choses, ouais. Entendre des choses, essayer de débusquer des animaux, essayer de, paradoxalement, ne plus être qu'une pierre dans ce paysage. Essayer de laisser le citadin s'effacer derrière la mousse et de pouvoir rentrer dans un temps long de réflexion. Et sans ne rien noter, mais essayer de s'effacer au maximum, et pour revenir, pour faire des allers-retours dans cette nature. Et puis marcher aussi, se perdre. C'est très agréable de marcher en forêt. Mais chercher des champignons, je crois qu'en plus c'est le moment. Dans un de tes poèmes, tu parlais aussi de ton rapport au ciel étoilé. C'est quelque chose aussi qui te permet d'avoir ces réflexions qui viennent, ça t'inspire aussi de regarder les étoiles dehors? Ouais, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, des nuits à la belle étoile et des choses comme ça, notamment à la campagne, chez mon grand-père dans le Perche, où dès qu'il fait assez beau, on met des grands matelas et puis on dort dehors. Et puis après, je l'ai fait, mais de façon dans des états où on a bu, on a fait la fête, et puis on sort tout seul comme ça pour pisser en fait, et puis on regarde le ciel et puis on se dit mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Et on se dit que des étoiles qu'on voit, elles sont peut-être éteintes, si ça se trouve quelque chose qui arrive, tiens, il y a un avion qui passe, il y a un satellite, il y a tout un espèce de tableau dans lequel on n'est pas du tout. C'est dans un horizon si vaste, dans lequel d'ailleurs on n'ira jamais, parce qu'il y a de grandes chances qu'on reste sur cette planète, malgré tous les films de science-fiction qu'on fait pour se convaincre qu'on va y arriver, qu'on va envoyer des gens sur des planètes très loin. Non, il y a de grandes chances qu'on continue de regarder ce ciel, et qu'il y a peut-être quelqu'un qui fait ça à loin d'ailleurs. Et est-ce que si tu avais la possibilité d'aller sur Mars avec un seul ticket, aller sans ticket retour, est-ce que tu irais? Ça serait tellement cool. Ouais, je pense que je le regretterais 5 minutes avant d'arriver sur Mars. Changer d'avis... c'est une expérience, mais je crois que seul, c'est dans ce que tu dis, c'est surtout l'aspect seul qui me choquerait. Je pense que tout seul, qu'est-ce que je vais foutre moi sur Mars? Mais par contre, aller voir un truc inédit et lancer une aventure à plusieurs, ça, je suis I'm in. I'm totally in. Et on parlerait anglais sur Mars, évidemment. Parce que international. Histoire de se mettre d'accord. Ok. Bon. Pour avancer au-delà des paysages naturels au sens strict, il me semble que cette solastalgie, cette sensibilité pour la disparition, les choses qui évoluent, qui changent, cette solastalgie, tu la ressens aussi en ville, beaucoup. C'était notamment l'objet du recueil de poésie que tu as publié très récemment, J'envisage l'impossible. Est-ce que tu peux nous parler de cette nostalgie des villes qui changent, qu'on quitte? Moi, je viens d'une ville qu'on appelle Chartres. Et d'ailleurs, il y a peut-être des Chartrains dans la salle.
Quand j'ai eu un enfant et que je me suis dit qu'est-ce que je vais parler, qu'est-ce que j'ai envie de lui laisser, quel témoignage, et j'ai commencé à écrire un livre de poèmes sur ma ville natale et comment j'ai ressenti cette espèce de nécessité de partir parce qu'on est grand et qu'à 17 ans, il faut quitter sa ville natale pour aller à Paris. Et l'étrangeté qu'on peut avoir quand on rentre après 2 mois ou 3 mois et qu'on voit des magasins qui ont changé, des routes qui ont été refaites, des bâtiments qui ont été détruits. Et on se rend compte que, là, je fais vraiment le recueil très vite, mais on se rend compte qu'en fait, cette ville a grandi dans notre dos et que nous, on est les derniers, on est une sorte de messager du passé avec où on pourrait quasiment dessiner à la main la bibliothèque qui a été effondrée et mais elle n'existe plus. Et on se vieillit comme ça, comme si on était un ermite de la forêt qui parlerait de comment était la ville de Chartres. Et puis après, il y a aussi cette chose à Paris qui est que ça émeut beaucoup de monde quand Gilbert devient un Sephora ou quand le Monsieur Coquillage à Place de Clichy devient, je crois, un Starbucks, ou quand en fait tous ces enseignes et ces magasins qui ont une mémoire deviennent d'autres choses. En plus, c'est pas beau, quoi, un Sephora, c'est pas cool. Ce serait genre, je sais pas, genre une piscine avec des trucs un peu stylés, mais ça devient un Sephora, un endroit qui sent très fort le parfum. Avec des gens pas heureux d'y travailler dedans, c'est bizarre. Hein. Dans un podcast d'ailleurs qui est très bon, qui s'appelle Vivons heureux avant la fin du monde, l'autrice raconte comment, à côté de chez elle, un restaurant de couscous où elle avait ses habitudes s'est transformé en resto uniquement de préparation pour les livreurs, Deliveroo, et je crois que ça se fait beaucoup dans Paris. Des dark kitchens, c'est ça ? Ouais, c'est ça, les dark kitchens, exactement. Et toi, tu as vu disparaître Charlot, le roi du coquillage. C'est à ça que tu faisais allusion juste avant. Voilà, bah oui, c'était surtout Pierre Jouan qui m'en a parlé et j'ai senti donc Pierre Jouan est le clavier de Catastrophe et c'est un Parisien pure souche comme il en existe. Et donc Charlot, le roi du coquillage, j'ai senti des larmes monter sur son visage et je me suis dit quand même on s'accroche à des trucs, quoi. Je ne sais pas s'il y avait été déjà mangé, par exemple. Mais la devanture de ce magasin était tellement riche, tellement belle, elle donnait tout un... En plus, mais je dis ça, il ne mange pas de coquillage, il ne mange pas de poisson, ce mec. Mais n'empêche qu'il aimait ce magasin et que c'est lié à l'enfance. Et quand l'enfance s'en va, personnellement, c'est un truc, mais quand les symboles de cette enfance disparaissent, c'est comme un deuxième coup, un coup de poignard dans le temps, dans le dos, dans ce que vous voudrez, mais ça fait bizarre. Et en même temps, on en parlait avant, les villes changent continuellement. Ce sont des espèces d'organismes qui ont besoin d'évoluer aussi pour accompagner les nouvelles générations de jeunes qui grandissent en leur sein. Tu en parles dans ton recueil. Tu compares aussi les villes aux forêts en ce sens-là. Enfin, pour toi, c'est important qu'elles évoluent. Oui, bah oui. C'est normal. Et on en parlait juste avant, mais j'ai entendu ce pourcentage qui est qu'une ville ne peut changer qu'1% par an de sa superficie. Donc en fait, les villes sont des espèces de mouvements avec beaucoup d'inertie. Et, pour se modifier, vraiment, ça met énormément de temps, quoi. On a des quartiers neufs comme à la BNF où ça grandit comme un champignon, c'est tout moche. Mais sinon, des quartiers... moi, j'habite un bâtiment qui a été créé en 1915. Je crois que mes vitres sont d'origine. Donc, je vous laisse réfléchir à ma note de chauffage. J'aimerais bien que ce bâtiment disparaisse parce qu'on aurait quelque chose de neuf et en même temps, je suis dedans, donc il ne faudrait pas que ce soit pendant que je suis en train de dormir. Mais les villes, à mon sens, sont des espèces de forêts où les hommes sont des graines et où ils grossissent, elles se déplacent. Il y a des fois c'est bien heureux, il y a des fois c'est pas beau, mais il faut aborder les choses de façon organique. Et tout ce qu'on fait doit être organique. Si on fait les choses dans un raisonnement purement économique ou industriel, là on perd le lien et on détruit des choses. Par rapport justement au futur, est-ce que toi tu te considères plutôt comme quelqu'un d'optimiste ou de pessimiste ? J'allais faire le jeu de mots de prendre la moitié du mot. Tu fais le début du mot et l'autre moitié de l'autre mot, mais ça donnerait... Puisqu'ils finissent tous par mist, donc ce serait bizarre. Non, profondément pessimiste, mais avec quand même une espérance qu'à un moment, on trouve des solutions sur le chemin. Mais il n'y a rien qui... Il y a quand même un mur qu'on est parti pour se prendre en pleine face. Mais il y aura sûrement des solutions. Peut-être que si on invente des voitures qui roulent au CO2, par exemple, ça fait des années que je dis aux gens autour de moi, inventez ce truc qui roulerait genre justement à ce que les autres produisent pour
Bah non, en fait, ça n'existe pas encore, mais voilà, ces choses-là pourraient changer. Le Covid a eu une répercussion heureuse aussi sur sur les gaz à effet de serre. Évidemment, c'est une catastrophe, mais dans chaque chose, dans chaque catastrophe, se cachent aussi les graines d'un avenir qui sera plus radieux et qui pourra nous donner, donner de l'espérance, en tout cas. Mais si le pessimisme, si c'est juste que je m'achète une PS4 en sortant, que je m'achète une super télé et que je passe ma vie à jouer à un jeu vidéo, c'est pas intéressant. Un pessimiste un peu de travailleur, quoi. Enfin, je sais pas. Peut-être que je vais m'acheter une PS4. Toi, cet état de solastalgie, comment tu vis avec? Est-ce que tu essayes de le nourrir ou au contraire de le faire disparaître, puisque tu nous révélais au début que tu vivais avec cette solastalgie? Moi, je pense qu'il faut essayer de conserver les choses. Il faut essayer de voir où est-ce qu'on peut faire. Mais on peut le faire vraiment dans la nature. Essayer d'entretenir ou essayer je sais pas, je fais pas de photographie. Moi, j'écris. J'essaye d'écrire et j'essaye d'écrire sur ce qui me paraît des choses qui pourraient disparaître ou qui peuvent disparaître. Donc, c'est une façon de conserver les choses. Et de les conserver surtout pour moi, pour pouvoir, en relisant, revoir l'impression de vie et de tout ce que c'est. Mais chaque paysage est amené à bouger. Du jour au lendemain, il peut y avoir un incendie. On peut passer à côté d'un bâtiment et puis le lendemain, il a disparu, ces choses-là. Et quand ça a disparu, on peut se dire « Ah, mais qu'est-ce qui m'en reste ?» Et ça passe évidemment par l'écriture, par le dialogue, par l'émotion aussi. Et ne pas rejeter la tristesse, essayer d'en faire une alliée plutôt quelqu'un à ne pas fréquenter, quoi. Bah, merci beaucoup Arthur pour ton partage. Je crois qu'il nous reste quelques minutes pour prendre des questions. Enfin, on a 10 bonnes grosses minutes, donc je ne sais pas si vous en avez. Alors, c'est pas du tout une question sur l'environnement, c'est plutôt une question qui va te concerner, le chanteur de Catastrophe. Ah. C'est sur ce que tu as dit à un moment. Il y a une phrase qui m'a interpellé. Je voulais savoir si tu l'avais pensée, dite à l'instant, ou si tu l'avais écrite. C'est un coup de poignard dans le temps. Et ça m'a choqué cette phrase parce que je la trouve hyper puissante et je voulais savoir si elle était instantanée ou si elle était instantanée. D'accord. Mais merci. Mais c'était par rapport au double coup de la violence, enfin au fait de perdre des repères de son enfance, c'est ça. Ouais, bah c'était l'impression que j'ai, quoi, mais qu'on peut vivre au jour le jour, tout le temps. Non, c'était instantané. Mais peut-être que voilà, je vais l'écrire. Voilà, c'est tout. Merci. Est-ce qu'une autre personne aurait une question ? Bonjour, moi j'ai une question parce que vous avez dit que la nature c'était hyper important pour vous et aussi en ville qu'il fallait que les choses soient très organiques. Mais comment vous faites pour moi il y a un lien entre les deux, et comment vous faites pour justement en ville trouver cette nature et ce côté organique en ville ? Je pense que malheureusement la nature qu'on a en ville est très domestiquée, elle est très... elle est un peu morte. Moi, j'habite à côté d'un parc et je sais très bien que si je mets une graine, elle poussera pas. En fait, il y a rien qui va pousser. Elle va être mangée par les rats. Mais c'est plutôt de concevoir les choses dans un mouvement. C'est-à-dire essayer de penser la ville de comment elle est faite, en fait. Mais c'est à la fois c'est très abstrait. C'est comment dire, essayer de la vivre à l'intérieur. Comme un animal vivrait dans cette forêt, et essayer de voir comment est-ce que chaque force et chaque violence et chaque personne qui la compose, elle crée un mouvement global. Les magasins, l'ouverture des magasins, comment les livraisons, les choses comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'un magasin ouvre à telle heure et qu'il ferme à telle heure? Et qu'est-ce qui est absurde, comme l'éclairage des magasins la nuit? C'est une chose absurde. C'est une chose qui je ne comprends pas cette chose-là. Ça n'a aucun sens. Il y a personne qui passe. Donc, si, il y a des gens qui passent, mais c'est une erreur. Voilà, je sais pas comment dire, c'est un point noir dans comment les villes fonctionnent. Et j'ai vraiment hâte que des lois véritablement agissent sur cette chose pour qu'on ne vive pas cette absurdité, quoi. Mais c'est essayer de concevoir cette ville comme un animal dans laquelle on est. Une ruche, par exemple, est un être qui est créé par tous ces autres êtres, mais elle a une vie propre, et si on la voit de suffisamment loin, on pourrait imaginer que c'est une sorte de bestiole qui se déplace très lentement. Et les villes sont un peu pareilles, mais sur un temps très très long, sur vraiment plusieurs années. Mais j'aime bien me poser la question de quel animal je suis microscopique dans cette ville, et où est le loup, et où
où est le truc qui est bizarre, qui devrait pas être là. Ça me fait un peu penser à un écosystème. J'ai l'impression que vous le voyez un peu comme un écosystème, tout ça. Ouais. Bah, c'en est un. Oui, c'en est un particulier. C'en est mais un, sauf que nous, on se nourrit pas des choses mortes par terre. Enfin, ce serait logique qu'il y ait des loups et machin. Là, les choses, les déchets sont expulsés, mais un véritable écosystème, il vivrait de tout ça, quoi. On en ferait quelque chose tout de suite. Et peut-être qu'un jour, d'ailleurs, nos poubelles seront des espèces de cycles qui créeront tout de suite de la nouvelle matière, des petites piles comme ça. C'est une façon de voir, en fait, comment est-ce que la ville, elle est... Si le jeu de la ville est juste qu'on habite tous dans des blocs et qu'on travaille tous dans des blocs et qu'on vive de bloc en bloc, et bah, ça n'est pas intéressant, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, si on voit que ce bloc-là, il répond à telle mentalité et telle philosophie et qu'il va faire telle chose qui est nécessaire à ce bloc-là, là, ça m'intéresse parce que ça vient combler un vide, une interrogation. Et je me dis, bah, si je vois un bloc qui ne sert à rien et que j'en parle, et peut-être je parle juste d'un bâtiment ou de trucs, et je me dis, mais à quoi ça sert? Si on est tous à se dire à quoi ça sert, bah, peut-être qu'on peut l'enlever, en fait. Et peut-être que ça peut gagner de la place, peut-être qu'on peut mettre un parc qui, lui, sert à autre chose. Enfin, donc Et je dis ça de l'endroit où je suis, c'est-à-dire je suis un intermittent, je n'ai aucun poids, c'est pas moi qui va changer les choses. Mais par contre, si j'ai cette conscience-là, peut-être que quelqu'un d'autre en a conscience, et peut-être que si on est tous d'accord pour un truc, on peut dire bah, pourquoi vous faites ça, en fait. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question encore? Moi, j'ai une question pour toi, Flora. Comment est-ce que tu as eu l'idée de ce podcast? Est-ce que ça a été la rencontre d'une personne qui a perdu un paysage qui te l'a raconté? Est-ce que toi-même, tu as perdu un paysage? C'est pas venu de la rencontre avec une personne. Moi, c'est quelque chose qui me travaille aussi depuis assez longtemps, les choses qui disparaissent. Et moi, c'était plutôt venu, en fait, plutôt petite, quand j'ai appris que certaines espèces disparaissaient. Et ce, de manière irréversible, en fait, qu'on avait des disparitions définitives, ça m'a pas mal choquée. C'était des campagnes du WWF qu'il y avait dans les aéroports. Mais donc ça, c'est il y a longtemps. Et après, l'idée du podcast, plus concrètement, en fait, je travaille pas mal sur les questions environnementales et ce mot revenait tout le temps. Et je le trouvais très beau, plus beau d'ailleurs que éco-anxiété, avec lequel parfois on l'emploie en synonyme, même si c'est pas exactement la même chose, que la solastalgie, ça parle plutôt des disparitions ou des changements qu'on voit tout de suite maintenant. Et ce que ça nous fait, là où l'éco-anxiété, c'est plutôt l'angoisse dans la projection dans l'avenir. Mais du coup, ce mot m'obsédait un peu. Et donc, c'est en travaillant dessus que je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui le vivaient de manière très forte, déjà ici et maintenant en France, que le changement climatique, c'était pas que loin de l'autre côté de la planète, mais qu'il y avait déjà des conséquences assez... importante en montagne, au bord de la mer. Donc voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. Bonjour. Merci beaucoup pour votre échange. Moi, j'avais une question qui est pour vous deux. C'est que vous avez chacune choisi de prendre ce sentiment-là pour créer. Donc, que ce soit dans l'écriture, dans la poésie, dans l'écriture audio, les interviews ou la musique. Est-ce que ça vous a aidé de créer pour diminuer cette angoisse-là que faisait naître la solastalgie chez vous? Est-ce que c'était plus dur de créer sur ce sentiment d'angoisse de notre finitude irrévocable que sur d'autres thèmes? Donc, est-ce qu'à la fois ça vous a aidé sur le moyen long terme, et est-ce que c'était plus difficile de créer sur ces thèmes-là que sur d'autres? Je pense que c'est assez complexe de parler de ça, parce que c'est en fait c'est un raisonnement qui va être un raisonnement en cascade et qui va finalement arriver sur bam 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 la mort et tout ça. Enfin, donc il faut réussir à trouver des points d'attaque, des biais, des choses comme ça très précises et très simples, des détails, et qui vont créer une vision et trouver ces pépites en fait dans ce sentiment. Donc par exemple trouver je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a certains couchers de soleil qui sont vraiment très très solastalgiques, où on se dit c'est la dernière fois que je vois ce coucher de soleil. Et c'est comme si je ne parlais que de la couleur, et que je décide de ne parler que de la couleur qui est précise, qui est une sorte d'orange avec un peu de rouge, un peu de sang, et comment est-ce que ces choses-là créent une émotion en moi, et comment je vais passer cette émotion. Mais frontalement, travailler sur la solastalgie, travailler sur la fin du monde, je l'ai beaucoup fait, ça ne donne rien. Enfin, je veux dire, ça donne des trucs à la Walking Dead ou tout ça, où on imagine des machins. Mais en fait, c'est pas marrant de partager ça, parce que en fait, je vais distribuer des kits de survie en sortant, quoi. Enfin,
on va tous être plongés dans une espèce d'urgence. Mais être dans cette émotion, pour le coup, elle va nous rassembler. On va se dire, mais c'est vrai que hier, ce ciel était super. Et tu vois, sur Instagram, il était partout. Et tout le monde a partagé ce ciel. Et c'était super beau. C'est ça, en fait. C'était super beau. On garde cette trace-là. Et donc, c'est comme ça que je me place par rapport à cette nostalgie. Bah, je te rejoins pas mal sur le fait que pour moi ça n'a pas été si difficile en fait, parce que justement aller rencontrer les personnes qu'on a interviewées dans le podcast, à chaque fois on s'est déplacé pour aller les rencontrer dans leur environnement et en fait c'était, même quand parfois les paysages étaient abîmés, c'était en général super beau. Déjà, nous, on était contentes parce qu'on sortait de Paris, donc ça nous allait, quoi. Et qu'en fait, les gens parlaient de leurs paysages avec émotion et racontaient. Enfin, on se disait pourquoi les paysages ont de l'importance pour nous. C'est peut-être parce que c'est le décor, comme tu disais, le décor de nos souvenirs de vie. Et en fait, les gens racontaient leur life et les bons moments, les bons souvenirs et la beauté des lieux. Et c'était ça qui en ressortait plutôt que le reste. Donc et en plus, il y avait un peu cette idée, enfin, ce projet un peu sous-jacent qu'on avait avec le podcast, de se dire que raconter ces lieux beaux qui parfois changent, peut-être disparaissent, c'est aussi en conserver la trace. Et donc, on avait l'impression, avec les témoins, de faire ce travail de mise en de conservation un peu, et ça consolait les deux parties, quoi. Donc c'était pas trop triste, ça m'a pas plongé. Ça c'était plutôt avant. Enfin, ouais, il y a une question là-haut. Bonsoir. Moi, c'est plus ces discussions me font penser à quelque chose par rapport à mon enfance, la solastalgie justement. C'est plutôt par rapport aux réseaux sociaux justement. Peut-être pas justement le changement des lieux, mais l'impact peut-être ce que vous pensez de l'impact des réseaux sociaux, parce que montrer des beaux endroits sur Instagram, justement, c'est ça qui fait que, par exemple, les Calanques dans le sud, moi j'ai vécu enfant à Cassis, et donc j'en ai profité il y a bien des années, et il y avait personne, et maintenant il y a énormément de monde, donc au-delà du changement du lieu en tant que tel, c'est l'environnement et le fait que tout le monde a envie de voir ces beaux lieux. Voilà, enfin, c'est juste, ça me fait penser à ça. Donc, si vous avez des choses à partager. Bah ouais, c'est assez. Je crois que j'avais vu une photo où c'était donc un lieu touristique et qui mettait tous les bateaux, genre qui passaient dans les 20 minutes. En fait, l'estuaire ou l'endroit sur la rivière, et bah, c'était des petits canoës, quoi. Mais il y avait genre 300 bateaux en 20 minutes, c'est absurde. Et genre, évidemment, les gens, ils vont. Moi, je suis pas un adepte du tout du tourisme parce que je me fais très vite chier. Mais prendre une photo dans son téléphone, c'est un peu bizarre. Faut que ça m'arrive, quoi. Mais c'est une façon de conserver aussi. Je pense qu'il y a un truc beau. Mais là, on est clairement dans qu'est-ce qu'on peut faire. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire. Pour la conservation de certains milieux, c'est tout simplement de les laisser tranquilles, de laisser respirer des endroits et d'y aller très rarement, ou voilà, c'est sûr que c'est comme ça qu'on détruit des paysages. Autrement que la fonte des glaciers ou la sécheresse, c'est juste quand il y a 50 mecs ou 50 meufs qui viennent, qui pique-niquent et qui laissent leur truc et que après c'est dégueulasse. C'est pas, voilà. Et donc les réseaux sociaux n'aident pas du tout pour ça. Je suis totalement d'accord. Je ne m'oppose pas du tout avec ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Je crois qu'on a encore le temps pour une question. Après, ce sera la fin. Et le temps que le micro arrive, moi, je voulais te demander, tu parlais d'écosystèmes en ville. Quel animal tu serais, toi, à Paris ? Un surmulot. Oui. La réponse, tu avais déjà réfléchi. Un rat, ouais, un rat. D'accord. Mais un rat noble, un peu, un rat avec des petites moustaches, tu vois. Un ratatouille peut-être, mais en tout cas, ouais, pas plus gros qu'un nuisible. Ok, merci beaucoup. Du coup. Bonjour, merci pour cet épisode de podcast. Moi, ce que ça éveille en moi un peu, tout ce dont on a parlé sur les lieux qui disparaissent, c'est que de mon expérience personnelle, la solastalgie, ça peut aussi mener à la révolte dans certains cas. Moi, le lieu auquel je pense, c'était un jardin dans l'agglomération grenobloise, dans un endroit qui s'appelait Saint-Martin-le-Vinou. Il y avait des jardins en fait de quartier. En fait, c'était une maison où il y avait un petit jardin
où les gens se retrouvaient pour cultiver, pour cueillir des fruits, pour faire des événements festifs. Et en fait, le propriétaire est décédé. Enfin, le lieu avait continué à vivre, mais finalement, pour des problèmes en fait, il y avait une entreprise immobilière qui voulait acquérir le terrain. Et il y a une mobilisation un peu pour conserver cet endroit qui était très beau, très vivant. Et le premier jour du deuxième confinement, je crois, dès que le confinement a été annoncé, ils en ont profité pour raser le jardin, en fait. Enfin, il y avait beaucoup de mobilisations qui avaient commencé à se mettre en place pour essayer de sauvegarder ces jardins. Un peu de la répression, parce que des gens étaient entrés illégalement dans le jardin pour essayer de le protéger. Et, ça m'avait fait énormément de peine quand j'avais vu que ce lieu magnifique a été détruit. Et je trouve que ça donne envie vraiment de se mobiliser pour défendre des endroits comme ça, surtout qu'on n'a plus beaucoup de nature dans les villes déjà. Donc voilà. Ok, merci beaucoup pour ton témoignage. Je ne sais pas si Arthur, tu voulais réagir là-dessus. Je suis hyper choqué. Je trouve que c'est vraiment des choses... Je ne comprends pas en fait que ça continue de se passer, quoi. On dirait un film des années 90 avec les méchants industriels qui veulent tuer Willy, quoi. Enfin, je crois que c'est l'histoire d'ailleurs derrière sauver Willy. Enfin, à un moment, il va falloir le sauver, ce Willy, quoi. Je sais pas comment on fait. Non, mais en fait, c'est purement choquant. Surtout que là, il y a vraiment quelque chose. Il y a la main de l'homme, quoi. C'est pas un truc qui arrive, c'est pas un réchauffement. Il y a des motoculteurs, il y a des trucs. C'est une aberration totale, quoi. Ouais, merci pour ce témoignage. C'est vrai que ça illustre qu'on n'est pas indifférent au lieu où on habite et que parfois ça peut nous toucher très fort. Je crois qu'il est temps de conclure. Donc, merci beaucoup, Arthur, d'avoir partagé avec nous tes histoires et tes paysages disparus et tout ça avec beaucoup de sensibilité. Merci au Paris Podcast Festival de nous avoir accueillis. Et merci à vous d'être venus passer un bout de votre dimanche soir avec nous. Un grand merci à Arthur Navellou d'avoir participé à cet épisode et au Paris Podcast Festival de nous avoir invités à la Gaîté Lyrique. Et merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir les précédents épisodes de Solastalgie, ils sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. Solastalgie est une production Nouvelles Écoutes. Cette émission a été enregistrée dans le cadre du Paris Podcast Festival. Interview menée par Flora Trouillou, montage par Ashley Tola, mixé par Thomas Decour, musique originale par Tilassine et Bravinsan, chargé de production Ashley Tola, assistant de production Xavier Kamaki.